Amis culturels, bonjour. Je m'appelle Michel parce que mes parents attendaient un garçon. Ils avaient déjà 4 filles. Lorsque j'étais petite, j'avais dit à mes amis, quand je serai grande, je changerai de prénom. Je m'appellerai Victoire. Parce qu'à cette époque-là, je voulais prouver à mes parents que ce qu'ils attendaient d'un garçon, une fille pouvait le leur donner. J'écris pour que vous sachiez, vous, les gens du monde. J'aimerais vous raconter ma vie, histoire de soulager ma conscience avant le grand départ. C'est ainsi que s'ouvre la seconde nouvelle du recueil de nouvelles, Rue des Histoires de Marie-France Ibovie. Recueil de nouvelles paru aux éditions Edilivre avec une somme de 134 pages. Bonjour Marie-Françoise Ibovie. Voilà. Alors, il faut dire que Marie-Françoise Ibovie, vous êtes lauréate du Grand Prix donc des lettres du président de la République, et cela s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est en début, voilà, 27 décembre. Alors, en tout cas, merci de répondre à cette invitation de Cultura. Et pour dire un mot sur Marie-Françoise Ibovie, je dirais simplement qu'elle est née en ex-URSS. Elle est bel et bien congolaise. Marie-Françoise Ibovie réside aujourd'hui, après il faut qu'ils me disent si elle continue à résider, en tout cas à Poitiers en France. Elle contracte le virus de l'écriture dès sa plus tendre enfance en jouant les rats dans la bibliothèque, puisque déjà une nouvelle qui ouvre ce recueil de nouvelles s'intitule La bibliothèque, et là Marie-Françoise nous déambule dans les méandres de la bibliothèque de son père. Et titulaire d'un master en création d'entreprise et d'un certificat en journalisme, en tout cas depuis quelques moments, elle se consacre à cette grande passion de l'écriture. Une fois de plus, bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Alors, Rue des Histoires, et quand on lit Rue des Histoires, c'est en tout cas des histoires, et vous nous promenez dans ces grands méandres des histoires qui nous met en tout cas comme sur un plateau d'histoire, et toutes les anecdotes et tout ce qu'on peut vivre au quotidien dans une république comme la nôtre. Exactement, donc d'où le titre d'ailleurs, Rue des Histoires, avec la pancarte comme vous le voyez qui indique, qui invite comme ça le lecteur à déambuler à travers les pages, à travers la vingtaine de nouvelles que j'ai rassemblées comme ça, pour découvrir à travers des thèmes comme l'amour, la mort, le mystique, etc. Voilà. D'abord, cette ressemblance déjà avec Michel, qui est le personnage de la deuxième nouvelle que vous présentez dans votre recueil, Hôtel Manzanza. Hôtel Manzanza, où Michel veut bien changer de nom. Mais c'est pas ça qui nous préoccupe, Marie-Françoise. C'est finalement cette dimension d'écriture, cette passion qu'on a dès la tendre enfance. Et alors, un jour, on se dit, avant mon grand départ. Et aujourd'hui, on sait que le grand départ, pour Marie-Françoise, s'est inscrit depuis, n'est-ce pas, que vous êtes récipiendaire déjà de ce prix, mais déjà depuis la publication de Rue des Histoires. Quelle ressemblance? Je ne dirais pas vraiment qu'il y a une ressemblance avec Michel de l'Hôtel Manzanza, parce que ça part c'est une fiction à la base. Naturellement. Donc, voilà. Oui. C'est vrai que la ressemblance est plutôt du côté où effectivement on a ce rêve, on veut s'imposer en tant que fille, parce que voilà, dans la famille, il y a des garçons, on a toujours tendance à miser sur les garçons comme ça et à mettre de côté les filles. Et donc effectivement, j'ai ce point commun avec Michel où voilà, on a la niaque malgré tout de montrer que voilà, mon côté féminin va me servir de tremplin et je veux faire de grandes choses. Et bon, voilà. Ça a donné donc l'Hôtel Manzanza, et Michel explique comme ça en quelques pages comment elle s'est battue pour percer dans le milieu de l'hôtellerie, et malheureusement c'est pas une histoire qui finit de façon gaie. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, nous y reviendrons, Marie-Françoise, mais déjà cette entrée, cette belle que vous nous faites avec Rue des Histoires, en nous présentant la bibliothèque de mon père, un peu à l'instar de Marcel Pagnol, les petites histoires que nous raconte Marcel Pagnol, n'est-ce pas, dans sa tendre enfance, il nous relate un peu ce qu'il a vécu pendant longtemps, et c'est ça, n'est-ce pas, c'est à ce jeu que vous prêtez pour nous présenter votre passion et la tendre passion que vous avez de l'écriture, n'est-ce pas, très jeune, vous vous accrochez aux ouvrages de votre père. C'est comme, on dirait un peu, vous volez un peu de votre père. Oui, beaucoup. Même pas un peu, beaucoup. Ah oui. C'est vrai que la première nouvelle qui ouvre ce recueil, donc, s'appelle La bibliothèque de mon père. Et c'est vraiment une histoire authentique. J'ai vraiment puisé
dans mes souvenirs, on peut pas dissocier Marie-Françoise, écrivain aujourd'hui, avec mon père, parce que c'est vraiment lui qui m'a conduit, au début, inconsciemment. Parce qu'il s'attendait pas à ce que sa fille passe le temps à se pâter dans sa bibliothèque. Non, à cette époque-là, c'était pas vraiment l'écriture. Cette époque-là, c'était plus la curiosité. Parce que papa, quand il s'enfermait dans la bibliothèque, qui se dessinait, exactement. Parce que quand il s'enfermait, fallait plus faire de bruit, il fallait quasiment plus respirer. Donc du coup, ça piquait ma curiosité comme ça. Au début, voilà, je touchais, je respirais, et après, il y a eu cette envie de découvrir ces mots, de lire. Voilà, au début comme ça, quand on parcourt la nouvelle, on découvre qu'il me mettait tout le temps à la porte parce qu'il se disait que j'avais pas ma place. C'est normal, à cette époque-là, on est ado, les parents ils veulent voir les enfants dans la cuisine, apprendre à faire des bons petits plats, etc. Mais moi, c'était plus la bibliothèque qui attirait mon attention. Voilà. Donc au début, il me mettait dehors, et jusqu'au jour où il a compris que c'était plus qu'une passion, et voilà, il a bien voulu m'ouvrir la porte de sa bibliothèque et partager cette passion avec moi. Voilà. Alors, avec vous, et vous nous partagez cette passion, mais j'en arrive à cette nouvelle qui est la deuxième de votre recueil, Hôtel Manzanza. L'Hôtel Manzanza. Hôtel Manzanza. Alors, ce qui m'intéresse d'abord dans cette nouvelle, c'est le titre, n'est-ce pas, Hôtel Manzanza, et on sait que Manzanza, c'est en lingala, et quand on transcrit cela en français, on a, n'est-ce pas, des tôles. Exactement. Et alors, à l'instar des vieux tôles ou des vieilles, en fait, vous nous racontez cette histoire qui commence bien mais qui finit très mal, comme on dirait que c'est des tôles, c'est Manzanza qui s'éventent, parce que les Manzanza, c'est pas du matériau durable. Exactement, ça ne tient pas, ça finit par se rouiller, et puis il tombe au passage. Qui commence très bien, on sait que c'est Michel avec sa copine Adolphine, c'est ça, qui finalement qui se livre à cette très belle aventure, qui malgré les quelques disons divergences qu'ils peuvent avoir dans le comportement, également dans le physique et tout, mais ces deux êtres, n'est-ce pas, qui s'aiment autant que les êtres s'aimeraient en tout cas, mais qui connaissent cette aventure ensemble jusqu'à, n'est-ce pas, dans les moindres recoins. Et allez-y, essayez de nous raconter cette histoire de façon peut-être plus authentique. Alors, Michel, c'est une fille assez coincée, comme on dit. Et donc, elle va se lier d'amitié avec Adolphine, qui est beaucoup plus ouverte, le genre à faire la fête à longueur de journée, etc. Et donc, elle va faire en sorte que donc Michel s'intéresse à cette vie-là. Elles vont partager plein de choses. Elles vont sortir d'une école d'hôtellerie, donc aller faire leur stage à l'hôtel Manzanza, effectivement, où elles vont faire des rencontres, elles vont vivre des choses extraordinaire. Donc ça va bien se passer pour Adolphine, qui va finir par se marier avec un client de l'hôtel, et très mal se passer pour Michel, qui va se marier avec le gérant de l'hôtel, mais qui ne voudra pas faire d'enfant, au point, voilà, d'avorter et de jeter le bébé comme ça à la naissance. Alors cette image de l'hôtel Manzanza, comment, qu'est-ce qui pousse, n'est-ce pas? Et comme je dis, c'est pas du matériau durable, Manzanza. Et cette aventure que vous racontez s'évente très vite. À l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est clôturé, c'est du matériel assez durable qui est utilisé. Mais à l'époque, quand on était plus jeune, les hôtels dans les quartiers étaient entourés de tôles. Et c'est des hôtels comme ça je veux dire qu'on respectait pas, parce qu'on se disait non, ça fait hôtel de passe, parce que bon, la clôture en Manzanza, en tôle, ça tient pas. Et j'ai voulu utiliser ça au-delà de l'aspect tôle, pour indiquer comment est-ce qu'une histoire, quand les fondements ne sont pas solides, peut s'effondrer assez vite. Voilà. Ce qui arrive à mon personnage de l'histoire, Michel. Voilà. Et Hôtel Manzanza aussi, tout de suite, le titre qui peut faire penser à un jeu d'enfants, n'est-ce pas? Et des petites filles qui s'amusent avec des Manzanza, justement. C'est vrai que... Il y a aussi cette, n'est-ce pas? Il y a aussi cet aspect où vraiment rien n'est durable, et c'est l'histoire de Michel avec finalement le gérant de l'hôtel Manzanza qui finit très mal. Très 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 mal, oui. Voilà. Mais je refuse, je veux pas dire la suite comme ça, on pique bien la curiosité des téléspectateurs de telle sorte qu'ils aient envie d'acheter l'ouvrage pour connaître la fin de cette histoire. Voilà. Alors, et puis le suspense dans vos nouvelles, Marie-Françoise Ebouvi, il y a un grand suspense tel qu'on va tout de suite le découvrir dans La Honte. Vous démarrez une histoire, n'est-ce pas, où vous laissez le lecteur dans toute sa soif
Et c'est au fond, tout à la fin, oui. N'est-ce pas, qu'à la fin, qu'on réalise de quoi il s'agit. Et tout au long, n'est-ce pas, de ces 2-3 pages dans lesquelles vous déambulez le lecteur, on a bien envie de savoir, mais c'est quoi cette affaire où tout le monde regarde et tout le monde veut bien savoir ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la nouvelle à chute. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle, c'est un format assez court. On doit convaincre, on doit captiver l'attention du lecteur, mais en format court. Voilà. Donc il faut écrire de telle sorte que le lecteur accroche tout de suite, qu'il soit curieux de voir comment l'histoire termine. Donc l'histoire de la honte, je parle de la honte d'un jeune aller acheter des préservatifs. Donc effectivement, je commence l'histoire en expliquant comment il rase les murs, comment il va dans un quartier différent du sien pour ne pas rencontrer les gens du quartier. Comment aussi il a de la peine à prononcer ce mot. Voilà comment il arrive devant le boutiquier comme ça. Ce qui me fait penser à cette histoire, n'est-ce pas, des Burkinabés où on voit Ousmane Ouedraogo qui cherche le sida pour le tuer. Bon, exactement. Voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui demande des paquets de biscuits et il va se retrouver avec des bras totalement chargé de biscuits alors qu'il ne veut pas dire que c'est les préservatifs qu'il est en train de chercher. Et c'est ce qui se passe avec votre personnage. Voilà, c'était exactement ça. Donc cette honte également, c'est que vous essayez un peu de communiquer ce qui est vécu au quotidien. Exactement. Alors qu'est-ce qui... pourquoi cette... parce qu'on le vit, on le voit autour de nous. C'est quand même incroyable qu'en plein 21e siècle, que ce soit encore un problème, d'aller acheter un simple préservatif qui va vous préserver de la maladie, qui va préserver votre santé à vous et celle de votre partenaire. Je n'arrive pas à le concevoir. Il faut expliquer à ces jeunes-là que faire le geste d'aller chez le boutiquier acheter le préservatif est un bon geste. Le boutiquier devrait féliciter à la limite. C'est vrai que les boutiquiers aussi, ils n'encouragent pas. Tu dis préservatif, on te regarde comme un criminel, alors que non, on devrait encourager ces jeunes-là à se protéger, à protéger leurs partenaires par la suite. Voilà. Et déjà, à l'image de ce que nous dit Emmanuel Boutseki Dongala, dans la définition qu'il donne de la nouvelle, peut-être que vous l'avez dit tout à l'heure, cette définition, mais également cette manière de promener la caméra, n'est-ce pas, dans les coins et recoins de la société congolaise. Exactement. Où vous nous présentez les moindres détails, mais de façon très, il faut dire, lapidaire. Carrément. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre m'ont dit que quand ils ont lu mes nouvelles, ils avaient l'impression de regarder un film. Faut pas oublier qu'au départ, j'écrivais des scénarios. Oui. Voilà, donc on le sent tout de suite. Donc c'était d'abord des scénarios, ensuite je suis passée à la pièce de théâtre. Et donc les formats des nouvelles que j'écris, c'est un peu ce carambolage-là entre le scénario et la pièce de théâtre. J'ai voulu vraiment rester authentique et j'ai voulu rester simple. Parce que le but, quand on écrit, c'est pas de faire mal à la tête du lecteur. C'est qu'il passe un bon moment, parce qu'il lit dans un style léger, il lit des histoires agréables, voilà. Donc, j'ai voulu vraiment garder ce style-là, parce que ça parle mieux, ça se rapproche mieux du lecteur, et le but étant que le message passe, je le fais passer de cette façon-là. Voilà. Et tout de suite, Marie-Françoise Ibovi, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait, n'est-ce pas, d'une de vos nouvelles, que vous prendrez au choix. Et nous allons donner cette envie à nos lecteurs, à nos amis téléspectateurs, n'est-ce pas, de suivre un peu ces propos. Alors, je vais choisir, sans surprise, bien sûr, La bibliothèque de mon père, parce que c'est la nouvelle dont on parle le plus. Voilà. Non seulement qui ouvre le recueil, tous ceux qui ont lu le livre se sont arrêtés sur cette histoire-là, parce que bon, c'est du vécu, c'est vraiment écrit avec le cœur, et donc ça parle mieux. C'est un vrai partage d'une passion qui vous habite. Exactement. Et qui vous obsède en réalité. Voilà, c'est ça. Donc, alors, c'est la nouvelle, La bibliothèque de mon père. À la page 8. Page 8. Alors, je viens de refermer l'album familial qui m'avait entraîné dans la spirale de mes souvenirs d'enfance. D'un geste prenant les accoudoirs du fauteuil pour catapulte, je me lève enfin décidé à appeler mon éditeur pour savoir où en est la publication de mon prochain roman. Vous l'avez compris, la lecture avait fini par me conduire à l'écriture. C'est en écrivant qu'on devient écrivain, disait Raymond Queneau. Et je suis devenu écrivain. Ce soir, un beau soir de saison sèche, tout chargé d'étoiles, mon père a soufflé ses 57 bougies. Sans lui et son goût littéraire, je ne lirai pas autant aujourd'hui. Plus de 100 livres et magazines par an. François Ibovi, c'est de lui dont il s'agit, c'est un nom qui parle, s'agite et chuchote dans les pages de la politique du Congo. Il vous arrivera peut-être
un après-midi, de le croiser dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous pouvez me croire, il y a plus de littérature que de politique dans ses veines. Cet homme qui a su offrir à ses enfants un large panel d'amour et d'intelligence a fait de moi celle que vous lisez en ce moment, celle qui vous livre les lignes de ce qui est devenu sa plus grande obsession journalière, l'écriture. Alors, et pourquoi ce choix, Marie-Françoise? Pourquoi le choix de cet extrait? Parce que même si je l'ai écrit, à chaque fois que je lis, ça me bouscule autant. Voilà, et qu'est-ce que ça traduit pour vous? C'est énorme, énorme dans le sens où, à ce moment-là, je n'imaginais pas que des années plus tard, je serais capable d'écrire. Parce que n'oubliez pas, quand on regarde un livre avec des yeux d'enfant, c'est quelque chose de magnifique. Quand on touche la couverture comme ça, sentir cette odeur de papier, voir ces mots, ces belles phrases bien structurées, on se dit non, ça c'est pas à portée de main, je pourrais jamais faire un truc pareil. Donc à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est rêver comme ça, c'est voyager à travers les lectures, à travers les livres. Et effectivement, quand je repense à tout ça aujourd'hui, avec le recul et avec ce livre entre les mains, je suis tout autant bouleversée. Alors, parlons de votre écriture. Oui, un des aspects de votre écriture, Marie-Françoise, il faut dire que là aussi, il y a quelque chose de très bien. C'est l'enrichissement, n'est-ce pas, de la langue française avec cette communication ou cet usage que vous faites de ce qu'on appellerait la congolité, et pour certains, le congolisme, c'est-à-dire des expressions qu'on retrouve au quotidien dans notre société, que vous traduisez et que vous communiquez et qui enrichissent cette belle langue qui est la langue française. Et pour preuve, je vais à la page 33 où vous écrivez ceci, et c'est la nouvelle « L'amour encore et toujours ». Alors, l'incipit est celui-ci. Et Françoise marcha 20 minutes pour rejoindre le goudron. Vous ouvrez cette parenthèse en disant, comme disent les Congolais, et vous la refermez, où elle devait prendre un bus direction le grand marché. Alors, vous voyez, le goudron, pour parler du macadam, pour parler, n'est-ce pas, de ce bitumage qu'on a, il faut parler du goudron comme dit, eh bien, vous allez ou non, je vais sur le goudron. Exactement. Vous voyez, Exactement. C'est une expression qui nous situe totalement dans... Également, j'en prendrai pour exemple, à la page 34, dans le 4e paragraphe, le bruit de moteur du bus Samson les interrompus. Et le Samson qui est une originalité, n'est-ce pas, pour notre société, quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Chez nous, on dit Samson. Et voilà, vous prenez cette expression que vous nous mettez dans votre nouvelle. Alors, pourquoi cette motivation? Qu'est-ce qui motive ce souci? Est-ce pour être le plus original possible ou simplement une restitution que vous voulez faire de ce que représentent les composantes, n'est-ce pas, de notre parler au quotidien ou de notre français congolais? Alors, faut pas oublier que quand j'ai écrit cet ouvrage, qui m'a pris 3 ans quand même, j'étais en France, j'étais à l'étranger. D'accord. Et c'est la nostalgie qui a fait que je crois pas peut-être que je n'aurais pas écrit avec autant d'originalité si j'étais sur place au Congo. Je ne crois pas. Parce que la nostalgie était telle que j'ai voulu tout reproduire dans le livre, histoire d'avoir un pied dans mon pays, mais de façon indirecte. Voilà, quand je parle du bus Samson, je m'y vois. Quand je parle du goudron comme ça, voilà, c'était... Et plus d'une fois, vous faites usage du goudron. Exactement. Donc c'est voulu. Voilà, c'est voulu. Parce que quand on est là-bas à l'étranger, tout ce qu'on veut, c'est transmettre ces petites choses de chez nous, authentiques, voilà, qui voient que non, chez nous, voilà, il y a un parler, voilà, il y a même une nouvelle où il y a un boutiquier qui traite l'autre d'individu. Chez nous, c'est une vraie injure, individu. Voilà, donc j'ai voulu vraiment rester authentique. Ailleurs, on se demanderait qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on dit individu. Ici, un étranger dit individu, il va recevoir un coup de poing dans la figure en ne sachant pas que chez nous, c'est une véritable injure. Donc la nostalgie était telle que j'ai voulu rendre vraiment authentique mon ouvrage. J'ai voulu faire visiter à mes amis étrangers le Congo, l'espace d'une lecture, donc de
de mon ouvrage. Il y a beaucoup de mots comme ça, beaucoup de phrases comme ça en lingala aussi que j'ai retranscrit. Je voulais partager. Par exemple, exactement. Exactement. Parce qu'il faut pas oublier que on est congolais. Pas seulement sur notre pièce d'identité, pas seulement sur notre extrait. On est congolais dans nos gestes, on est congolais dans notre façon de respirer, on est congolais dans notre façon de bouger. Et donc maintenant, je vais aller plus loin, on est congolais dans notre façon d'écrire. Voilà, je voulais que ce côté congolais soit retranscrit, même dans mes écrits. Et je suis contente quand mes amis français, étrangers lisent et qui disent « Ah, grâce à toi, j'ai appris un petit mot lingala. Ah, grâce à toi, j'ai découvert le Congo sous telle facette. » Et ça, c'est formidable. C'était important pour moi de partager ce côté de chez nous en restant authentique le plus possible. Voilà. Et ça fait partie de l'enrichissement de la langue, comme on sait le dire, n'est-ce pas? Vous apportez un plus à cette langue française, et d'aucuns qui ne connaissaient pas ces expressions, certainement aussi à travers Rue des Histoires, en parlant du... Exactement, parce que ça sert à rien, enfin pour moi, ça sert à rien d'écrire avec des expressions compliquées comme ça. Le but quand on écrit, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être lu. Et pour que le lecteur se retrouve, qu'il soit bien en lisant le livre, il faut que les mots, les phrases employées, les expressions lui parlent, se rapprochent de son quotidien. Donc voilà. Donc je me dis, écrit sous ce format, toutes les personnes se retrouvent. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 18 ou bac plus 20. Voilà, je veux dire, même celui des bas-fonds, même le maçon qui ouvre le livre en lisant, se retrouve, passe un moment, et voilà, c'était ça le but. Voilà. Et c'était ça le but, et c'est aussi de nous communiquer davantage les réalités de notre société, la spoliation des choses que l'on vit au quotidien dans cette société, où, n'est-ce pas, se pose un réel problème d'héritage dans notre société. Lorsque les parents meurent, il arrive alors la spoliation. Exactement, donc j'ai vraiment écrit dans un format hyper court, donc spoliation, où je parle du comportement de nos parents, une fois que papa, maman décédés, où la famille se jette sur tout. Je vais même plus loin en disant qu'ils en arrivent jusqu'à prendre la marmite qui est sur le feu. Non, papa, maman, de votre vivant, prenez vos dispositions pour vos enfants. Vous le savez, j'ai l'impression que la mort, c'est quelque chose qu'on veut, c'est tabou chez nous. Vous allez dire à un parent, prenez les dispositions avant de mourir, léguez ceci aux enfants. Non, ils ne veulent pas l'envisager une seule seconde, mais il faut. Parce que vous le savez, quand vous allez fermer les yeux, voilà, le Noko qui vit au fin fond de la brousse va débarquer comme ça, s'approprier tout le reste, et ça, c'est horrible. Mais ce problème légué, vous voulez parler du testament. Nous sommes dans une société quasiment orale, où l'oralité, n'est-ce pas, effectivement. Il y a encore ce conflit de l'oralité modernité. C'est pas toujours facile de mixer les deux. Et alors même quand il y a un testament, on sait ce qui se passe. Exactement, on prend pas en compte. Donc on va trouver une solution. Les parents, trouvez les moyens comme ça d'acheter des maisons. Voilà, vous dites à aucun parent, vous le faites en cachette. Rien que les enfants doivent avoir les éléments nécessaires pour rebondir comme ça quand vous fermez les yeux. Voilà. Nous continuons, Marie-Françoise, et tout de suite. Une deuxième lecture d'une de vos nouvelles avant que je n'enchaîne. Alors ça va être la nouvelle Princesse, donc qui parle d'une maman qui a perdu son bébé. Voilà, et nous sommes à la page... Alors nous sommes à la page 119. 119. Donc le personnage est devant la tombe du bébé. Donc je lis la fin de l'histoire. Donc tout le monde était parti. Moi, j'étais toujours là, dans le cimetière. J'avais du mal à te dire au revoir. Au moment de partir, je ne pus m'empêcher de verser des larmes à nouveau. Je vis alors un ange flotter au-dessus de la pierre tombale, me regardant et me souriant. Il posa un baiser dans la paume de sa main et le souffla vers moi. Une sorte de halo de paix recouvrit alors mon corps tout entier. Je me sentis soudain soulagée et légère. Dieu avait entendu ma prière. Ceci était un cadeau de sa part afin que j'accepte ton départ. À présent, je te savais heureuse, ma fille, dans le pays des anges, des fleurs et des rires. Un commentaire, Marie-Françoise. C'est toujours un événement horrible pour une mère que de perdre un bébé comme ça. Donc l'histoire de cette dame, c'est qu'elle a porté le bébé 8 mois durant. Et à la dernière échographie comme ça, on voit que le bébé a une anomalie et qu'on explique à la dame qu'elle va le perdre.
Donc elle explique comme ça les derniers instants qu'elle vit avec ce bébé dans son ventre, les derniers instants quand elle accouche et quand on lui pose le bébé déjà mort dans les bras, et les derniers instants quand elle dit au revoir à ce bébé au cimetière. Donc autant le début de l'histoire est triste, autant j'ai tenu à terminer comme ça sur une note positive en disant que finalement elle accepte comme ça de laisser le bébé partir dans la paix et elle aussi. Voilà. Rue des Histoires, recueil de nouvelles de Marie-Françoise Ibovy, Paris aux éditions et des livres. Ça se passe en septembre 2012. En tout cas, c'est, on dirait, assez récent. Un ouvrage de 134 pages et il faut mentionner que Marie-Françoise Ibovy est lauréate du Grand Prix des lettres du président de la République, édition 2012. Alors, vient de paraître aux éditions Edilivre, donc toujours Edilivre, dans la collection donc Tremplin, Sorcier malgré lui de Serge Lungi Malonda. Juste pour la 4e de couverture, et pour donc le prière donc à éditer, c'est, je dirais, je n'en peux plus, franchement, je n'en peux plus. Chaque nuit, le même cancer lugubre, des chiens aboient dans la cour, des chats se battent sur le toit, miaulant comme s'ils avaient avalé des bébés. Et tu me demandes de me calmer? Ce n'est pas normal. Tu banalises tout pour une fois. Ouvre les yeux. Des forces maléfiques sont en train de nous attaquer. En tout cas, il faut lire Sorcier malgré lui, qui vient de paraître aux éditions donc Edilivre. Mais il faut mentionner que c'était déjà en mai 2012 et très bientôt Sorcier malgré lui avec Serge Lungi Malonda. Pour revenir donc sur le plateau avec Marie-Françoise Ibovy. Alors, Marie-Françoise, le test, une autre nouvelle. Oui. Alors, le test, il parle d'un homme qui va dans un laboratoire comme ça faire le test de sida. Et on l'appelle pour dire que votre test est positif. Donc le monsieur voit sa vie défiler comme ça devant lui, c'est la panique générale, jusqu'à ce que le laboratoire le rappelle. Ah, vous dites ça très bien, vous ne dites pas qu'ils s'enfoncent totalement, mais ils s'enfoncent dans un gouffre. Exactement, c'est la dépression totale. Voilà. Donc il fuit tout le monde. Exactement. C'est en tout cas, il faut dire, des minutes totalement lugubres qu'il passe. Il regrette voilà, toutes les maîtresses, toutes les infidélités qu'il a eu à faire à sa femme. Il a mal pour ses enfants qui vont se retrouver orphelins de père. Voilà, tout ça, toute sa vie passe devant lui. Et comme dans l'histoire, le monsieur, il travaille à la mairie, donc il va au bord du fleuve comme ça. Et vu que la mort est à côté, il réalise à quel point le fleuve est beau finalement. Il commence à remarquer des petits détails comme ça de la vie de tous les jours qu'il voyait pas. Et jusqu'à ce qu'un nouveau coup de fil du laboratoire... Et pas tout de suite, hein? Oui, pas tout de suite. Alors là, il a bien eu le temps de déprimer, voilà, il a bien eu le temps de descendre. Il était carrément à l'entrée des enfers, non? Ah, c'est exact. Non, je crois qu'il y était déjà en enfer. Ah ouais. Et voilà, donc jusqu'à ce qu'il y ait un coup de fil comme ça du laboratoire qui vienne complètement chambouler la chose. Et qui dit... Bon, je voulais pas... Ah ben oui, il faut bien. Le but, c'est de mettre l'eau à la bouche de Bon, d'accord, il faut bien qu'il y ait une nouvelle... il faut bien dire qu'au dernier moment, que beaucoup d'heures après, il est rattrapé par la clinique pour lui dire qu'il y a eu une erreur. Une erreur monumentale. Le laboratoire s'est trompé, a été confondu avec un autre patient, donc son test est positif. Et donc quand le médecin lui donne le résultat, il est quand même dubitatif. Le monsieur il répond pas, il se lève, le médecin dit « Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous n'avez rien, il y a eu erreur ». Le médecin lui serre la main, le raccompagne à la porte, le monsieur il dit rien. Donc il sort, il avait un véhicule, il n'emprunte pas le véhicule, il dépasse le véhicule complètement ailleurs. Il va voir un tas d'ordures comme ça au bord d'un marché. Il va se jeter dans le tas d'ordures. Les cochons à côté vont même se demander qu'est-ce qu'il a celui-là. Et après il hurle comme ça, mon Dieu, je n'ai rien, ça y est, une seconde chance que Dieu me donne. Et ce qui est triste, c'est qu'il dit à moi les filles. À moi les filles. À croire qu'il n'a rien compris. Bon, voilà, c'est cela en fait. Et je voulais que vous en arriviez là parce que c'est une réelle chute, pour ne pas dire c'est une très belle chute que vous faites de cette nouvelle. Et les derniers mots que le narrateur nous présente dans cette nouvelle, c'est qu'il dit à moi les filles. À moi les filles. Et comme quoi on peut dire à vouloir chasser le naturel. Il revient au galop. Exactement. Parce que quand on analysait toutes ces heures totalement lugubres dans lesquelles il a vu sa vie le gars comme était ça, totalement déprimé, il s'est enfoncé
Et qu'à la fin, on s'attend à ce qu'ils se disent, ça y est, voilà, j'ai une deuxième chance, je vais être droit, plus d'infidélité, plus de pagaie, etc. Non, monsieur, tout ce qu'il trouve à dire, c'est, ça y est, une deuxième chance avec les filles, c'est reparti. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse dans cette nouvelle, Marie-Françoise Ibovy, d'abord, une première chose, c'est que contrairement ou comparativement à la nouvelle La Honte où vous laissez tout le suspense, dans le test, le narrateur nous présente les choses avec un peu plus de brutalité, n'est-ce pas, comme pour vouloir embrayer. Exactement. Et à l'instar du roman français où on a une forte étude psychologique, vous livrez également à cette démarche totalement psychologique où on a le personnage, n'est-ce pas, dont les moindres détails pointilleux qui vous donnent tout de suite, n'est-ce pas, tous les aspects psychologiques du personnage et jusqu'à dire voilà qu'on a une vraie dépression, quoi. On a un personnage en face de soi qui est en train de vivre des moments positifs, négatifs. C'est en train de voir sa vie comme ça s'écrouler sous son nez. Faut pas oublier que quand on écrit ces nouvelles-là, on fait des fiches de personnages. Voilà, on détaille tout. On détaille le caractère du personnage, on détaille ses habitudes, jusqu'à la couleur des yeux, la forme du nez, voilà, ses goûts, les loisirs, histoire de le rendre le plus humain possible. Parce qu'il faut que le lecteur ait l'impression qu'il regarde un film. Le film encore, la personne voit les images, ça lui parle. Mais nous, au niveau de l'écriture, on est obligé de mettre le maximum de détails comme ça, histoire de rendre le personnage plus vivant et plus attachant au passage. Voilà, plus vivant et plus attachant. Et c'est à ce jeu que vous réussissez beaucoup, parce qu'il faut dire que là, on peut se livrer à, en tout cas, une belle analyse psychologique des personnages d'une nouvelle à une autre, et que, voilà, c'est à l'instar des scénarios. Vous avez dit que vous écrivez des scénarios. Également, ce goût psychologique que vous avez, psychologique, sociologique, qu'est-ce qui vous pousse à ça, Marie-Françoise ? C'est tout ça. Rien ne dit dans votre parcours que vous avez fait des études psychologiques. Oh, il n'y a pas besoin de faire des études. Dans nos quartiers remuent tellement d'événements. C'est vivant, un quartier. Dès l'instant où on prend son petit tabouret, sa petite chaise et qu'on s'assoit dans la cour commune ou qu'on s'assoit devant le portail, on en voit des choses. Voilà, entre le voisin qui tabasse sa femme, la voisine ivrogne, voilà, la petite dernière qui court après les garçons. Voilà, il y a à manger, à boire rien qu'en observant. Et voilà, c'est tout ça qui m'a aidé à apporter des ingrédients comme ça pour cuisiner rue des Histoires. Alors, tout de suite, on va lire un extrait le test, puisque nous parlons du test rapidement. Voilà, alors, je prends rapidement ceci. Il lui tend le résultat du test et Fiston le regarde en tremblant. Il ne dit pas un mot. Il range les résultats dans son attaché-caisse, se lève et serre la main du médecin. Ce dernier le raccompagne à la porte en lui demandant s'il va bien. Fiston ne répond pas. Il se retrouve dans la rue, se dirige vers sa voiture, mais ne s'y arrête pas. Il continue sur le goudron. Je reste fidèle au style d'écriture. Et s'arrête devant un marché jalonné d'un tas d'immondices. Il prend son élan et saute dedans de toutes ses forces. Il patauge dans les déchets, insensible au regard dégoûté des passants sur lui. Puis il se met à hurler: « Rien! Je n'ai rien! À moi les filles !» Et c'est la fin de la nouvelle. Exactement. Voilà. Et c'est la fin de la nouvelle, Marie-Françoise, mais ce n'est pas la fin de notre entretien. Il nous reste encore quelques moments à partager ensemble. Ainsi, quelque chose n'allait pas. Alors, quelque chose n'allait pas. Une autre nouvelle où vous mettez sur un plateau d'histoire et un plateau d'anecdotes encore un autre cas d'infidélité. Voilà, et qui finit très mal. Voilà, donc c'est... Les infidélités, Marie-Françoise, ça vous dit quoi? C'est tellement courant. En fait, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il suffit de s'asseoir dans la cour commune comme ça et d'observer les histoires défiler.
dès l'instant où on est un peu observateur et avec une bonne dose d'imagination, on s'en sert comme ça pour écrire des histoires. Moi, j'ai le souvenir, j'ai grandi dans le quartier Mukondo, j'ai plein de souvenirs comme ça de voisins qui tabassaient la femme comme ça, qui faisaient croire qu'elle était allée au marché ou elle allait dormir à Matanga, mais vérification faite, elle était chez son amant. Donc voilà, quand on a ces petits exemples-là, c'est très facile d'inventer une histoire et de coucher vraiment la trame comme ça sur papier. Donc l'histoire de Rien n'allait, donc c'est une femme qui travaille dans un restaurant, mais elle est serveuse, donc elle travaille de nuit. Donc elle fait croire à son mari qu'elle est au resto, mais non, dans la soirée, elle rejoint comme ça son amant. Et jusqu'à ce que le monsieur va découvrir le poteau rose et va finir par mettre la femme à la porte. Il va la ramener chez ses parents. Et voilà encore un autre aspect que je retrouve beaucoup comme ça dans les quartiers. Où donc quand la maman lui demande pourquoi le mari l'a répudiée, elle n'ose pas dire la vérité. Elle ne peut pas dire qu'elle a trompé le mari, ça se dit même pas ça. Non, elle va mentir en disant non, j'ai découvert que c'est un sorcier, donc finalement j'ai fait mes bagages et je me suis barrée. Non, il n'a pas découvert en plus, c'est le pasteur de l'église. Voilà, c'est le pasteur de l'église, voilà. Oui, c'est vrai que c'est toujours les pasteurs qui sont derrière. Et donc, en fait, au premier plan, c'est parce que là, c'est quelque chose, n'est-ce pas, d'irrévocable. C'est le pasteur de l'église. Voilà, c'est vrai que quand on met le pasteur en avant, on a tendance à croire tout de suite. Donc elle va dire à sa mère que non, c'est le pasteur qui m'a dit que mon mari est un grand sorcier, et donc voilà, je l'ai quitté. Histoire de ne pas dire la vérité sur le fait qu'elle a été répudiée par son mari pour infidélité. Voilà. Alors, il faut dire, Marie-Françoise Ibovi, que vos histoires, pour ne pas dire vos nouvelles, ont pour cadre principaux Pointe-Noire, n'est-ce pas, cadre géographique, je voulais dire. Pointe-Noire et Brazzaville. Les deux grandes villes du Congo, pour ne pas dire la capitale économique et la capitale politique. Alors, pourquoi on dirait ces deux pôles géographiques? Est-ce pour dire que c'est là où ça bouillonne davantage? Est-ce dire c'est là qu'on a vraiment les modèles où c'est... Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Parce que simplement vous avez vécu dans voilà, c'est ça. J'ai tout simplement vécu autant à Brazza qu'à Brazzaville, donc ça a été... Autant à Pointe-Noire qu'à voilà. Oui. Qu'est-ce que je raconte même moi? Oui. Voilà, autant à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Oui. Donc du coup, ça a été très facile pour moi de piocher dans les souvenirs, autant à Brazza, autant à Pointe-Noire comme ça, pour coucher ces histoires. Et quand on va un peu plus loin, j'ai parlé aussi d'histoires qui se passent au Sénégal, j'ai aussi parlé de quelques histoires comme ça qui se passent en France, mais c'est vrai qu'à 90%, je suis restée fidèle au Congo. Vous êtes resté fidèle au Congo et vous nous partagez, n'est-ce pas, ce grand souci de construire sociétalement donc le Congo. Et alors, dites-nous d'où est parti ce besoin d'écrire chez Marie-Françoise. C'est vrai que vous nous parlez de la bibliothèque de votre père, où finalement semble s'inscrire déjà la genèse, n'est-ce pas, de tout ceci. Mais après, il faut nourrir cette passion. Comment vous avez gardé cette chaleur, cette flamme en vous, Marie-Françoise? Alors déjà, quand j'étais plus jeune, donc mon père m'apportait des livres comme ça, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Donc j'étais tenue de lire. Et pour s'assurer que je lisais effectivement ces livres, il m'obligeait comme ça à faire des comptes rendus écrits de chaque ouvrage lu. Ça lui permettait de voir que j'ai bien lu le livre, d'une part, et que j'ai bien compris l'histoire, d'autre part. Donc, à force de faire des comptes rendus comme ça d'écriture, et voilà, le goût est resté. Et donc, j'ai commencé à tenir comme ça un petit type de journal intime. Bon, à l'époque, en étant plus jeune, on appelait ça morceau choisi. Il y avait les paroles des chansons des artistes qu'on aimait bien. Et de l'autre côté, c'était un journal intime. Voilà, j'expliquais comme ça ce que je vivais, ce qui se faisait dans le quartier, l'évolution de mes frères et de mes sœurs. Voilà, les moments de Nzango avec les copines, les bagarres de quartier, etc. Au début, c'était tout innocent. Hein. Il n'y avait pas ce souci de construire de belles phrases, hein. Il n'y avait pas ce souci de coucher des mots comme ça qui impressionnent. Non, c'était juste l'envie, voilà, de partager ces choses-là, mais entre moi et mon journal intime. Et voilà, donc les années aidant, l'âge aidant, l'expérience aidant, j'ai fini par écrire des petits poèmes par là, des petites nouvelles par là, des pièces de théâtre par là. J'ai une amie, Jodel Bimbandi, qui fait du théâtre, qui m'a emmenée comme ça à découvrir ce milieu, et j'ai commencé aussi à écrire des pièces de théâtre. Mais le but à ce moment-là n'était pas de publier. Alors là, je ne me voyais même pas en train de publier un livre. Le but, c'était vraiment de partager comme ça avec le papier. C'était d'abord avec le papier, partager ces petits moments. Et voilà, au fil des années, on se peaufine dans le style d'écriture, on devient un peu plus sélectif dans le style de lecture qui fait qu'on s'enrichit et on continue à coucher comme ça sur papier et ça finit par donner un livre au fil des années. Voilà. Et à la page 8, donc, dans la nouvelle qu'ouvre le recueil, vous citez
citer Raymond Queneau qui dit « C'est en écrivant qu'on devient écrivain » et vous l'êtes aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous êtes nouvelliste, n'est-ce pas, qui prend un grand départ avec un grand prix qui est le prix, je disais, des lettres du président de la République. Alors, c'est en écrivant qu'on devient écrivain, n'est-ce pas? C'est en suivant les grands footballeurs qu'on devient footballeur. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Voilà, on pourrait continuer, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, quel est l'effort que fait Marie-Françoise, n'est-ce pas, pour améliorer davantage son style, et que représente l'écriture pour Marie-Françoise Ibovi? Alors, j'en suis à une étape où il n'y a même pas besoin de faire le moindre effort. L'écriture, c'est un vrai virus. Vous savez, ça va sommeiller en vous comme ça longtemps. Et jusqu'au jour où, quand ça vous prend, vous ne pouvez plus baisser le stylo. Ça devient un vrai mariage entre le stylo et le papier. Parce que c'est vrai que j'ai eu un parcours qui ne disposait quasiment pas à l'écriture. J'ai eu un bac scientifique déjà. J'ai une maîtrise en marketing. Voilà, j'ai fait un master en création d'entreprise. Même si sur la voie scolaire, je suis pas allée dans le sens de l'écriture, mais à côté, effectivement, il y avait toujours ce réflexe-là de poser un petit mot comme ça sur le papier. Mais c'était un hobby, un petit passe-temps. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 4 ans, c'est devenu une vraie obsession, comme j'écris dans la nouvelle bibliothèque de mon père. Voilà, je ne peux plus m'arrêter. J'en suis déjà à au moins 5 manuscrits. C'est une vraie maladie. Il faut peut-être que je lève le pied là parce que ça va pas le faire. Donc voilà, donc il y a plus d'efforts à faire. Et aujourd'hui, avec le Grand Prix des Arts des Lettres que j'ai eu, la pression est telle que voilà, c'est de pire en pire. Je me dis, faut pas que je déçoive. J'ai produit un premier ouvrage qui a plu, Dieu merci, et à moi maintenant de peaufiner, de m'améliorer encore pour produire d'autres ouvrages comme ça qui plairont tout autant aux Congolais. Voilà. C'est en tout cas une vraie obsession. Vous l'avez mentionné, Marie-Françoise Ibovi. Je dirais que c'est en tout cas une drogue. Une fois qu'on l'avait pris, une drogue douce. Parce que drogue tout court, voilà, c'est une drogue douce. En tout cas, ça reste une drogue. C'est vrai, ça reste une drogue. Voilà, et puis vous ne pouvez plus vous séparer de cette drogue désormais. On sait que vous avez le virus, et c'est un virus positif. Rue des Histoires, recueil de nouvelles, en tout cas, c'est un recueil, il faut lire, n'est-ce pas? Un recueil qui nous promène davantage dans les méandres, n'est-ce pas, de notre société congolaise en particulier, mais je dirais dans la société africaine, et pour quiconque veut en tout cas découvrir ces histoires au quotidien, un vrai panel d'histoires, un vrai panel d'anecdotes qu'il faut en tout cas chercher à lire et certainement croquer comme on croque des vrais... c'est quoi que vous aimez croquer, Marie-Françoise? Des livres. Des livres. Sans surprise, des livres. En tout cas, merci Marie-Françoise une fois de plus. Pour rappeler donc à nos amis culturels, nos amis téléspectateurs, Marie-Françoise est née en ex-URSS et je disais qu'elle est en tout cas une vraie Congolaise. Il ne suffit qu'à lire Rue des Histoires pour s'en convaincre. Et elle réside aujourd'hui, alors vous n'avez pas dit Marie-Françoise, à Poitiers ou à Brazza? Entre les deux. Entre les deux. Voilà, donc à cheval entre le Congo et la France. Elle contracte le virus de l'écriture et la preuve est là, dès sa plus tendre enfance, en jouant les rats dans la bibliothèque paternelle, et la nouvelle couvre le recueil s'intitule La bibliothèque de mon père, titulaire des masters en création d'entreprise et d'un certificat en journalisme. Aujourd'hui, Marie-Françoise nous fait ses preuves, n'est-ce pas, de rat de bibliothèque qu'elle a été, d'écrivain également, puisque écrivain entre guillemets, en tout cas c'est une vraie nouvelliste, il faut le dire, et elle est lauréate du Grand Prix des Lettres, prix du Président de la République, édition 2012. Après une bonne période de léthargie, il faut dire que ce prix est revenu en surface et désormais on peut en parler certainement. Une autre édition pour 2013. Marie-Françoise, c'est un grand plaisir de vous écouter, c'est un grand plaisir de vous lire. C'est en tout cas un partage, n'est-ce pas, d'une passion qui ne vous quittera plus désormais, c'est l'écriture. Merci de répondre à cette invitation de Cultura. Et je dirais simplement bon vent dans cette aventure littéraire. Merci beaucoup. Alors, amis culturels, en tout cas, une fois qu'on a dit ceci, nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois et on se dit à bientôt. Merci.